Bonjour. Alors, je me présente. Je suis retraitée et je fais j'écris finalement. Et ma formation de base est en didactique des sciences avec l'observation de la réalité qui nous entoure. Et j'ai gardé cette habitude-là. Et c'est cette observation de la réalité qui me permet de dire aujourd'hui numérique éducatif, enseignement, informatique, quelques questions, quelques réflexions. Alors, peut-être que ma présentation va soulever des questions. Je n'apporte pas de réponse. Alors, bonne présentation. Alors, voilà, c'est ça, le numérique éducatif. Alors, j'ai plus rien à dire, c'est évident, c'est une explosion dans les écoles. Alors, une fois cette chose un peu drôle partie, voilà où je situe le Big Bang. Le Big Bang, c'est le numérique à l'école par le gouvernement français qui a lancé une concertation nationale le 26 janvier 2015, ce qui fait déjà 5 ans. Et au Québec, le plan d'action numérique dont Thierry Carcenti vous a parlé hier a été publié en 2018. Mais est-ce qu'il y avait une vie en numérique avant le Big Bang? Alors, la présentation va traiter des sujets suivants. Informatique ou numérique? Pourquoi on utilise juste le mot numérique qu'on a perdu le mot informatique? Est-ce qu'on apprend l'informatique dans nos écoles? Quelles sont les dimensions du numérique en enseignement? Avec quelques conclusions. Alors, Michel Serres a dit « L'informatique crée le monde dans lequel nous travaillons, vivons et pensons. » Pourquoi parler tout le temps de numérique? Alors, c'est un peu ça qui est la question à laquelle je m'adresse. Alors, la vie avant le Big Bang numérique, bien, l'informatique s'enseignait, on apprenait aux élèves comment utiliser la souris, faire du traitement de texte, utiliser des chiffriers, et on faisait aussi de la programmation. Alors, la programmation, ça a été au départ le plus connu pour les écoliers, le langage Logo, qui a été créé par Marvin Minsky et Simone Papert du laboratoire d'intelligence artificielle et d'informatique du MIT à la fin des années 60. Cependant, le langage Logo, c'est beaucoup plus qu'uniquement un langage de programmation. C'est aussi une philosophie de l'éducation et la philosophie de l'éducation du langage Logo percole jusque dans nos classes actuellement. Entre autres, Pepper dit que l'apprenant est le principal acteur de son apprentissage. L'ordinateur crée des environnements propices au développement des facultés logiques, quel que soit l'âge de l'apprenant. Et Papert est aussi, il dit que c'est en créant qu'on apprend, mais il est aussi à la base de cette pensée qui est très à la mode au Québec, en tout cas actuellement, et aussi en France, je crois, c'est de considérer l'erreur comme un élément essentiel au processus d'apprentissage. Avant la venue de la pensée pédagogique de Papert, qui s'exprimait de Piaget et où il a évolué, on ne pensait pas ça, que l'erreur était une source d'apprentissage. C'était la chose à éviter dans les classes. Mais les modes ont changé. Alors, Simone Papert dit « Le rôle de l'enseignant est de créer des conditions d'apprentissage qui favorisent la créativité au lieu de fournir à l'élève des réponses toutes faites. » Alors, Simone Papert a aussi développé une chose qui s'appelle le mode, que moi j'appelle le mode de pensée informatique. Il y en a d'autres qui appellent ça le mode de pensée computationnel. Alors, computational thinking will be a fundamental skill used by everyone. Parce qu'il y a eu Simone Papert qui a eu cette idée que la pensée procédurale utilisée par les informaticiens pour développer les programmes informatiques était particulière et que tous les enfants devraient l'apprendre. Alors, au Royaume-Uni, en Angleterre, où
l'enseignement d'informatique est obligatoire de la maternelle jusqu'à la fin du lycée. On a développé les 6 concepts et processus pour l'acquisition d'une pensée informatique. Alors, on parle de la logique, de l'algorithmique, de la décomposition. Savez-vous ce que ça veut dire, décomposition? Qu'est-ce qu'on signifie par décomposition d'un problème? C'est que si on veut faire de la programmation, il faut regarder le problème et le décomposer en plus petites bouchées. Tu sais, on ne mange pas un éléphant tout d'un coup. Alors, c'est un peu ça. On a aussi une évaluation de nos programmes qu'on développe. Il y a aussi des approches. Alors, la première approche, quand on préconise l'apprentissage de l'informatique, c'est de bricoler. Alors, l'enfant joue un peu avec les choses, les programmes, et après ça, créer, déboguer. C'est une chose très... Qu'est-ce que ça veut dire déboguer? Ça veut dire enlever les erreurs des programmes et persévérer, parce que c'est aussi quelque chose de difficile et de long. Programmer en informatique, c'est pas facile, c'est pas donné. Alors, et la collaboration, qui est une autre qualité essentielle, parce que les gens ne programment pas seuls, ce sont des équipes qui travaillent ensemble. Et le Barefoot CAS a développé aussi des évaluations de la pensée informatique selon 5 composantes. Alors, par exemple, un exemple pour vous voir la différence entre ce qu'on enseigne dans nos écoles et comment c'est quand on pense comme un ordinateur. Bien, si on dit « entoure le plus petit » et que l'enfant a entouré le chiffre 1, 2 ou 3 à chacun, bien, s'il pense comme un ordinateur, il a raison. Le chiffre le plus petit, il a eu 0, par contre, dans son test. Alors, après, ce qui a suivi Logo, c'est le programme Scratch qui a été développé par Michel Retinick du MIT encore. Alors, c'est une programmation graphique, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire des lignes de code avec des mots, on utilise des blocs et chaque bloc signifie une action à faire dans l'ordinateur. Et à l'intérieur de chaque bloc est le code que représente l'action à faire par l'ordinateur. Alors, maintenant, ce qui arrive, c'est que les enfants, quand ils regardent ça, ils trouvent que rendu au niveau du fin du collège, rendu au niveau du lycée, oh, c'est fait pour les bébés, ça. Hein, les langages de programmation par bloc, c'est juste pour les enfants. Mais ce n'est pas le cas. Il y a le robot Nao est programmé avec un langage de programmation par bloc. C'est le programme Acrobat, je pense, en tout cas. Il faut que je vérifie. Et on a par contre sur le iPad de la programmation pour les enfants avec Swift Playground, où c'est un langage textuel. Le langage textuel, c'est des termes. Maintenant, oups, oh, donc il y en a une qui a sauté. Alors, c'est ça pour la programmation. J'ai perdu une de mes slides où j'indiquais qu'avec certains langages par bloc, vous pouvez ouvrir le bloc et voir le langage de Java, par exemple, qui est en dessous du bloc. Alors ça, c'est pour convaincre les jeunes que le langage par bloc, ce n'est pas pour les enfants. Une autre chose aussi, pour leur faire penser que le langage par bloc, ce n'est pas nécessairement pour les enfants et qu'on peut aller très loin dans la programmation, c'est de leur donner leur faire penser que, par exemple, maintenant, on n'appelle plus ça des programmeurs tellement, on appelle ça des développeurs. Pourquoi? C'est qu'ils développent des logiciels à partir des blocs, des bibliothèques de code. On n'écrit plus chacun des milliers et des milliers de lignes de code. Il existe des codes tout faits qui permettent de faire à l'ordinateur une certaine action. Alors, c'est dans ce contexte-là que on utilise des lignes de code, des blocs de code pour la programmation. Parce que ça, c'est un handicap, par exemple, pour les jeunes d'utiliser un langage comme Scratch, qui a énormément de potentiel, mais les enfants, les jeunes, les rendus adolescents, là, ils trouvent « Ah, c'est bébé », etc. Maintenant, ça, je vous ai parlé de l'informatique, parce que
la programmation, c'est de l'informatique. Maintenant, qu'est-ce qu'un robot intelligent? Un robot, c'est une chose comme moi, qui a des senseurs, des capteurs. Tu sais, je vois avec mes yeux, je touche avec mes mains, j'entends avec mes oreilles, je capte mon environnement. Le robot, il y a des capteurs selon ce qu'il veut faire, ce qu'on veut lui faire faire dans sa vie de robot. Mais ces capteurs-là ne sont pas numériques. Ils sont analogiques, c'est-à-dire qu'ils sont représentatifs de la réalité, la plupart des capteurs. Alors, quand on fait de la robotique, l'aspect numérique de la... comment je pourrais dire? L'aspect numérique de la robotique, ce n'est qu'une partie de la chose. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas dire à ce moment-là qu'on fait de l'informatique avec les enfants? Comme je vous dis, je n'ai pas de réponse. Je vous pose juste des questions. Alors, le robot, par exemple, il va transformer ma voix, ce qu'on entend là, l'ordinateur va transformer ma voix en signal numérique. Et ce n'est que le signal numérique qui est traité par l'ordinateur. Le signal numérique, c'est des échantillons de la réalité. Ce n'est pas vraiment la réalité. L'analogique est la réalité. Alors, je vous donne un exemple aussi. Si vous avez des laboratoires créatifs, des Fab Labs, je ne sais pas quel nom vous donnez à ces choses-là, les makerspaces, les tiers-lieux, ces endroits où on se rencontre pour faire informellement, jouer avec des appareils comme les Raspberry Pi. Mais si vous regardez un microcontrôleur Arduino, il donne la possibilité d'être à la fois, avoir des entrées analogiques et des entrées numériques. Alors, en électronique numérique, on travaille avec des bits et des octets. Alors, quand en analogique, on travaille avec des grandeurs réelles. Comme ici, par exemple, si on mesure le degré d'humidité, bien, on peut dire qu'il y a, je ne sais pas moi, 70,5 degrés d'humidité. Alors que sur... quand on va transformer cette donnée-là, où la variation d'humidité, elle ne sera plus comme une ligne, un signal varié, ça va être plutôt des blocs d'informations. Alors, dans nos espaces créatifs, nos makerspaces, nos tiers-lieux, on ne devrait pas dire plutôt que les élèves s'exercent à l'informatique au lieu de parler constamment de numérique à ce moment-là. Comme je vous ai dit, moi, je ne donne pas de réponse. Je ne pose que des questions. Et Jean-François Cerisier écrit « Les choix terminologiques sont aussi des choix sémantiques. Les discours politiques et institutionnels concernant les technologies de l'information et de la communication dans l'éducation n'échappent pas à ce principe. Parler d'informatique, comme on le disait dans les années 80, de multimédia dans les années 90 ou de numérique aujourd'hui, ça ne signifie pas nécessairement la même chose. Ce témoignage, cela témoigne de changements d'ordre épistémologique. Maintenant, moi, dans ma réflexion personnelle, j'ai développé ce modèle synthèse appliqué à l'éducation où j'indique d'un côté qu'est-ce que je conçois être la part informatique et qu'est-ce que je conçois être la part numérique. L'informatique, il produit les ingrédients. Et le numérique, ce sont les plats qu'on fait avec les ingrédients. Comme lorsque vous utilisez le numérique, des applications en numérique et éducatif, vous faites des plats, vous avez des créations, des choses que vous créez. Alors que l'informatique, lui, c'est l'ordinateur, les programmes, les réseaux, les logiciels et les applications. Alors, est-ce que vous voyez bien le lien entre le numérique et l'informatique? Alors, le numérique dans l'enseignement, bien là, on ne lira pas tout ce qui est écrit là. Mais le numérique et l'enseignement, il y a les technologies numériques qui sont utilisées, comme par exemple les appareils, tablettes, ordinateurs, robots, les logiciels que vous utilisez pour travailler et aussi la communication par les réseaux. Ça, c'est les technologies. Par l'enseignant utilise, lui, le numérique pour sa gestion de classe, pour communiquer avec les parents, pour suivre les travaux des élèves en temps réel, pour faire des recherches, pour analyser les données qui résultent de l'évaluation des élèves.
Et par les élèves, bien là, il y a plein de choses, le traitement de texte, la recherche, l'usage pédagogique des réseaux sociaux comme tous les trucs de classe, les dictées, les tweets dictées et toutes ces choses-là. Les jeux sérieux. Alors, quelles sont les plus-values de l'usage du numérique par les élèves? Alors, vous avez la fonction pédagogique, comme par exemple faire émerger des idées au début d'un projet. Les outils numériques seront à ce moment-là des cartes mentales ou des nuages de mots. Et qu'est-ce que ça apporte au niveau de l'éducation? Un gain de temps, de l'archivage, mais par contre, on dit qu'il y a de manque de recherche pour prouver que ça peut être utile, ces choses-là. Alors, par exemple, écrire de façon collaborative, ben, c'est difficile sans le numérique. Les logiciels d'écriture collaborative sont très utiles et ça rend la tâche possible, justement. Et M. Tricot disait que c'est nécessaire qu'il y ait un guidage des élèves pendant et avant la chose. Alors, est-ce que ça va pour les plus-values? Je ne passerai pas à travers tous les éléments des plus-values de l'usage de l'informatique dans les classes. Maintenant, le numérique, c'est un champ de recherche complexe et très actif parce que il y a l'informatique, qui est la partie technologique, et il y a le numérique, qui est l'être humain à l'intérieur de ces technologies. Et l'être humain à l'intérieur de ces technologies a fait développer un grand nombre d'études, de pensée en rapport, évoluer la pensée humaine en rapport avec l'usage du numérique. Comme par exemple, si on prend l'exemple de la création numérique, bien, si un artiste utilise Photoshop, par exemple, pour développer une œuvre d'art, c'est bien d'utiliser le logiciel, mais le but, c'est pas de savoir utiliser le logiciel. Le but, c'est d'exprimer son âme d'artiste. Alors, vous voyez que le numérique transforme le potentiel d'action de l'être humain. Et il y a beaucoup de sujets d'études universitaires à ce niveau-là, comme où on parle, bien sûr, des traces du numérique, où on parle de la littératie numérique, où on parle les humanités numériques, etc. Alors, on parle aussi des données numériques, qui est un sujet auquel il faut porter très attention actuellement. Moi, personnellement, je suis rendue au temps où je m'en fiche un peu, malheureusement, ça me dépasse, parce qu'il y en a, c'est tellement immense, les censeurs qui ramassent toutes nos données. Et ce n'est pas seulement ce qu'on écrit, mais c'est aussi, par exemple, à tous les j'aime que j'écris sur Facebook, apprennent au logiciel qui je suis. C'est ce que j'écris, c'est ce que je lis, les recherches que je fais, développent ce que je suis comme individu et permet après ça à l'ordinateur de m'offrir des produits, orienter les textes quand je veux faire ma recherche. Si je fais une recherche sur Google, bien, il va m'envoyer des choses qui ont un rapport avec mes intérêts personnels. Les résultats de nos recherches ne sont pas neutres. Ils sont influencés par toute cette information numérique qu'on a à mon sujet, par exemple, et qu'on a à chacun de vos sujets. Alors, c'est pour ça qu'il y a des univers numériques auxquels vous n'aurez jamais accès, parce que c'est des choses qui ne vous intéressent pas et qui ne vous seront jamais présentées. Alors, au niveau de la pensée, au niveau de l'ouverture d'esprit, est-ce que graduellement, avec le temps, on ne devient pas limité à cause, justement, de l'accumulation d'informations sur nous? Alors, c'est Michel Guilloux qui est très intéressé par, justement, les enjeux et les défis du numérique pour l'école. Alors, quelques-uns d'entre eux, bien, ça fait évoluer les traditions, les missions traditionnelles de l'école. On passe d'un enseignement disciplinaire vers un enseignement interdisciplinaire qui exige la communication entre les enseignants.
la transformation des espaces enseignants. Donc, ça veut dire que l'école change avec le numérique. Là, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est l'Éducation nationale de France, mais ils ont raison. C'est que graduellement, au lieu d'avoir un prof, une classe, avec les tiers-lieux, avec oui, surtout au niveau des tiers-lieux où on a une possibilité de créer des vidéos, etc. Il faut participer à des activités de team teaching, ne plus voir nécessairement que le prof il est unique dans sa classe, mais voir l'école comme un tout. Où on a cohérent, où chacun a un rôle à jouer. Là, vous avez assisté à plein d'ateliers, par exemple. Vous allez retourner dans vos écoles. Est-ce que tous ces ateliers vous conviennent? Peut-être que Josette va aimer ou clap. Mais par contre, peut-être que Jacques, lui, va préférer iMovie. Alors, si vous travaillez ensemble, si chacun utilise une application qui lui convient mieux, bien là, à ce moment-là, vous enrichissez le mouvement, vos élèves, là, ce que l'école apporte aux élèves. Ça apporte aussi, ça demande une collaboration entre les enseignants. Et aussi, maintenant, on va même jusqu'à remettre en question les horaires et les temps scolaires. Est-ce que tous les rendus au niveau du lycée, par exemple, est-ce que les élèves doivent toujours être présents en classe? Est-ce qu'ils ne peuvent pas travailler chez eux à partir de vidéos qui ont été produites par l'enseignant? Est-ce qu'il y a des écoles aux États-Unis, par exemple, où les élèves ne vont que 3 fois par semaine à l'école? Le reste du temps, ils travaillent à partir de chez eux. Ça évite des problèmes. Ils peuvent, par exemple, rendus adolescents, c'est vrai que vous, ils finissent assez tôt le lycée, mais dans le programme nord-américain, que ce soit au Québec ou aux États-Unis, les élèves sont assez âgés. Des fois, ils aiment ça travailler chez un dépanneur, se faire un peu d'argent pour s'acheter des vêtements, faire des choses, sortir avec des amis, et ils peuvent organiser leur temps de travail en rapport avec leur temps de classe. Donc, c'est une nouvelle perception de l'école à cause de ça. Alors, maintenant, je termine avec quelques enjeux auxquels on peut réfléchir pour orienter nos choix. Alors, est-ce que vous voulez que ce soit l'école du futur? On parle beaucoup de le fantastique virtuel, la réalité virtuelle, comment c'est merveilleux. Et c'est vrai que c'est merveilleux, mais est-ce qu'on veut que nos élèves soient branchés sur des casques de réalité virtuelle et que leur enseignement leur soit proposé de cette façon? Encore pire, je crois, c'est que vous avez ce modèle où les élèves, où par l'intelligence artificielle, on étudie le visage des élèves pour voir s'ils sont attentifs, comment ils réagissent, etc., et que l'ordinateur prend des données sur ces élèves-là. Ça a l'air vraiment loin de nous, mais les changements se font extrêmement vite. Et c'est des choses auxquelles je pense qu'en tant qu'enseignant, il faut réfléchir et dire, face à l'usage du numérique et de l'informatique dans mon école, il y a des choses auxquelles je veux dire non. Maintenant, il y a aussi les Learning Analytics. C'est l'utilisation d'ordinateurs et ça permet de suivre les activités d'apprentissage sur toutes les plateformes et tous les outils utilisés, d'évaluer l'engagement et les performances des élèves, notamment d'identifier les élèves à risque, d'informer et surveiller les activités de rattrapage. Et j'écris entre le paradis et l'enfer, parce que c'est vraiment comment c'est utilisé ces outils-là qui peuvent aider vraiment à l'enseignement, mais qui peuvent aussi enfermer nos sociétés dans des cadres plus en plus fermés. Alors ici, Andrew Knops dans Edutopia donnait des conseils pour l'analyse de données des élèves fondés sur l'équité pour
utiliser des learning analytics. Ce qui est important, en premier lieu, c'est d'avoir l'esprit ouvert et de connaître nos propres préjugés. Hier, j'ai assisté à un atelier sur égalité filles-garçons où le présentateur nous faisait réfléchir sur quels sont nos préjugés et comment on a tous des préjugés. Et justement, lorsque les enseignants doivent utiliser des processus de Learning Analytics, une des choses les plus importantes, c'est d'être conscient de ses propres préjugés. Alors, si, par exemple, dans l'école où vous êtes, vous avez des enseignants qui ont tendance à se moquer des élèves, de leur succès, etc., bien là, il faut être conscient de ça parce que vous ne pouvez pas avoir cette attitude si vous voulez utiliser des Learning Analytics dans l'évaluation du processus scolaire de vos élèves. Les Learning Analytics nécessitent plusieurs composants. Alors, il y a aussi de nombreux exemples d'intelligence artificielle qui représentent des biais dans les données, parce que il travaille avec les données. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire sur Twitter où vous aviez une intelligence, ou Facebook, je ne me souviens plus, une intelligence artificielle qui, elle, à partir de ce qu'elle avait récolté, écrivait elle-même des messages. Ils ont été obligés d'arrêter parce que ces messages étaient devenus racistes, agressifs, etc., parce qu'elles partaient des messages publiés par les êtres humains. Alors ça, c'est... L'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Elle travaille avec le matériel qu'on lui donne. Alors ça, c'est un... Alors, il faut être conscient, justement, de ça. Alors là, c'est ça. Je termine en vous disant bienvenue au 21e siècle. Et ce sont toutes des choses auxquelles vous devez réfléchir. J'ai fait, il y a quelques mois, un travail avec une intelligence artificielle qui enseigne. Elle s'appelle Corby, puis elle donnait des cours comme d'apprentissage de l'intelligence artificielle à partir pour apprendre avec elle. Là, elle était notre professeur, notre tuteur. Et ça devient de plus en plus préconisé dans certains milieux d'éducation d'utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer l'enseignant. C'est pas mal, c'est bien d'utiliser l'intelligence artificielle. D'une part, il faut savoir de quoi on la nourrit, cette intelligence artificielle-là, pour qu'elle soit capable de gérer la leçon, mais aussi, ça dépend qu'est-ce qu'on veut lui enseigner. Les enseignements, il y a certains enseignements qui sont très bien adaptés aux... moi, les mots... Mais vous savez, si vous voulez étudier les tables de multiplication, par exemple, toutes les choses répétitives, toutes les choses que les élèves apprennent, les règles apprendre à écrire, faire des choix, là, est-ce qu'on met un S, est-ce qu'on met un X, etc. Tout ce type d'apprentissage-là, c'est merveilleux d'être fait à l'intelligence artificielle. Mais par contre, si vous voulez leur apprendre l'histoire, par exemple, comme là, j'ai ici présent M. Anthony, qui était ce matin, qui a montré ces merveilleux livres de manuels scolaires qu'il a développés, bien, avec des manuels scolaires à la manière qu'Anthony a développé, c'est pas, l'élève apprend pas l'histoire par cœur comme moi, je l'ai appris, mais plutôt, il a un ensemble de documents où il peut faire des références, où il y a un choix, où il est capable de développer sa propre pensée. Alors, si on veut vraiment éduquer les élèves, et non seulement les instruire, bien là, ça demande l'enseignant. Alors, je pense que c'est à peu près tout, là, la journée avant. J'ai peut-être fait ça un peu vite, mais si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de vous répondre. Vous êtes trop gentil, merci. Merci, Louise. Est-ce que vous avez des questions? Louise, elle est encore là, vous pouvez l'abuser d'elle. Normalement, la conférence suivante est prévue à 18h. Je vais essayer d'appeler Marcel et prévenir sur Twitter qu'on peut avancer à 17h30, ça vous irait?
T'as du mal, t'es fatigué. Oui, Ninon, c'était plus une réaction par rapport à ce que tu nous as dit. Et sur le côté un petit peu effrayant, moi, il y a un côté qui m'effraie un peu, c'est l'usage des data en éducation. Et je pense qu'en effet, comme tu l'as dit, pour les intelligences artificielles qui en font ce qu'on veut, moi j'ai pu constater à Educatis ou des choses comme ça qu'on avait aussi une dérive d'entreprise qui crée et toujours cet éternel mythe de la machine à apprendre. Et j'ai vu des choses, moi, qui me semblaient effrayantes, où on met les gamins devant des logiciels qui analysent toutes les données du gamin et qui, soi-disant, vont prévoir le parcours de remédiation pour améliorer cet apprentissage. Actuellement, il y a même une école de neurosciences qui aussi travaille dans ce sens. Alors, il y a des choses très intéressantes dans les neurosciences et dans les bilans qui sont faits, mais qui, à mon sens, ne faut confirmer tout ce que les pédagogies nouvelles ont déjà dit dans les années 60 et 70. Oui, on apprend mieux quand le contexte est bienveillant. Bon, ben, ça, c'est un scoop. C'est quand même pas nouveau. Quand la confiance est forte entre l'enseignant et les élèves, eh ben, les apprentissages sont renforcés, etc. Tout ça est démontré par les neurosciences. Tant mieux, mais là, parfois, moi, je suis effrayé de voir que, avec le lien avec l'informatique et les datas, on est en train de penser que la machine à apprendre va être encore une solution magique pour tout cela. Et renvoyer toute forme d'apprentissage en dehors de l'école, y compris avec les vidéos. Moi, je fais des vidéos pour que mes élèves apprennent, et ils peuvent les consulter en dehors du collège. Je pense qu'on passe quand même à côté d'un grand enjeu de l'école, c'est l'apprentissage par la socialisation, par les pairs, le fait qu'on grandisse ensemble. Et je voulais savoir si toi, tu percevais un peu les choses, puisque tu parlais de certaines dérives, si tu les percevais aussi ces risques-là dans tout ce que tu as pu étudier et entrevoir dans ton parcours. Bien, là, tu me fais rappeler une chose que Marcel Lebrun a montré hier dans une de ses diapos, comment l'apprentissage automatique là, dont tu parles, c'est vraiment, semble, la façon merveilleuse d'apprendre, la façon meilleure où les résultats des élèves sont les plus probants, là, les élèves apprennent mieux. Et il y a d'ailleurs un mouvement aux États-Unis pour remettre, réveiller cette tendance en éducation, mais c'est pas de l'éducation, c'est de l'apprentissage à la manière de la machine. Et comme je le dis, c'est bon pour apprendre des tables de multiplication, c'est bon pour apprendre à écrire, corriger ses expressions, les règles de grammaire, appliquer les règles de grammaire, mais il faut être capable d'avoir le jugement. Et ce qui arrive, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, là, il y a des milliards d'investis dans cette chose-là. C'est le buzz actuel. Et il ne faut pas se laisser embarquer dans ce buzz-là. Et comme toi, tu l'as vu à TIS, mais c'est un peu partout, là, dans les salons d'informatique, et les gens en parlent comme si c'était... Les gens ne comprennent pas souvent. C'est pour ça que c'est important d'avoir une culture de l'informatique, parce que là, tu te retrouves avec ça, l'idée de l'intelligence artificielle, et ils ne comprennent pas en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça offre comme outil, comme possibilité, et ses limites surtout. Alors là, les écoles vont investir, bien, certaines écoles vont investir des milliers et des milliers. Puis c'est en francs polynésiens, ça peut atteindre les millions en francs polynésiens pour s'équiper de ces choses-là avec des subventions gouvernementales. C'est la grosse couche, c'est le gros roche. Je pense que l'informatique, c'est une méthode de travail, c'est un développement de l'intelligence. Comme toutes les technologies, à chacun des niveaux de développement technologique, l'esprit humain a développé une partie particulière de ce qu'il était. C'est un peu le développement de la pensée informatique, d'ailleurs, qui mène à une plus grande structure de l'esprit. Ça demande une structure, justement, pour faire de la programmation. Et là, je suis partie sur une slide, comme on dit. Et au niveau de l'enseignement, il faut voir la richesse que le numérique apporte, mais c'est pas donné, c'est pas facile de s'approprier ces outils numériques-là. Et c'est plus facile d'avoir une machine qui fait
étudier les élèves. Pour nous, là, tu n'as plus rien à faire. Là. Tu places la machine, puis l'élève joue avec l'ordinateur et lui-même, et puis l'enseignant, il n'y a rien à faire à ce moment-là. C'est déjà tout fait pour lui. Alors, c'est une grosse tentation. C'est pour ça que moi, je préconise, au lieu de se voir comme l'individu qui doit porter tout ce poids, de travailler en équipe d'école. Parce que chaque personne a des talents particuliers. Et puis, au niveau de du numérique, c'est pareil. Il y en a qui vont être meilleurs là, pour faire des très, très intéressants petits vidéos, etc. Puis, si vous travaillez en team teaching, l'autre va être capable d'apporter sa matière scolaire en botanique, par exemple. Celui-là, il a pris des photos parce qu'il s'est promené, qu'il aime faire des randonnées. L'autre apporte l'information de la botanique ou de l'écologie. Et le professeur de français se guide à ça pour apprendre tous les mots de la partie de la plante, par exemple, et aussi voir que des plantes qui sont similaires peuvent se retrouver dans d'autres continents, et là, on fait de la géographie. Là, je vous parle pour un enseignement plus pour les petites classes, peut-être, moins spécialisé, mais quand même, il faut avoir un esprit ouvert et créatif, et surtout travailler conjointement, ensemble. C'est pour ça qu'à mon petit coucha, j'avais trouvé ça intéressant, le problème d'école, l'idée d'école transition, parce que comment je pourrais dire, en imitant les villes en transition, où tout le monde, tous les citoyens participent ensemble pour régler les problèmes de la ville d'une manière écologique et puis de créer un lieu de vie agréable, bien, c'est bon de faire la même chose dans les écoles pour que même l'enseignant qui aime bien, lui, enseigner d'une manière plus traditionnelle, il a son rôle. Il peut travailler de cette façon-là et d'autres vont travailler différemment, mais si on se partage les choses, là, à ce moment-là, on crée une école vraiment dynamique qui est capable d'utiliser l'aspect humain, l'aspect pédagogique et l'aspect du numérique. Est-ce que ça répond à ta question? À chaque technologie, à chaque arrivée de technologie, on a eu un emballement comme ça en disant ça va changer les profs, ça va tout résoudre, ça va modifier radicalement l'enseignement. En fait, ça a des impacts sur quelques pourcents d'enseignement, dans certains cas, etc. etc. Le cas que tu décrivais avec l'intelligence artificielle des machines où les étudiants seraient tout seuls devant une machine, il y a eu des écoles aux États-Unis qui sont ouvertes comme ça, en disant tous les savoirs sur Internet, tout est accessible. Le programme s'appelle K12, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Et on a un peu de recul là derrière maintenant sur ces expérimentations-là. S'il n'y a pas d'animateur, s'il n'y a pas de moniteur, s'il n'y a pas de profs qui sont là pour motiver les gens, et c'était le cas dans ces écoles-là, très rapidement, les gamins ne sont pas motivés, ils deviennent apathiques. Et ceux qui arrivent dans ces systèmes-là, ils sont très peu, il y en a qui arrivent, hein, mais je ne veux pas dire qu'ils sont autistes, mais c'est des gens qui aiment être tout seuls, qui sont un peu besogneux devant leur ordinateur. Les gens qui ont besoin de créativité, de bouger, de choses comme ça, et un peu d'aide, ben, ils lâchent assez rapidement. Donc, ça correspond à certains types de populations, ça ne correspond pas à tout type de population. Les systèmes d'intelligence artificielle, comme tu l'as vu dire, on a vécu ça quand on a ouvert les accès sur Internet en disant, autour des années 2000, c'est génial, tout est free, tout est libre, tous les savoirs sont en ligne. Ouais, ok. Mais il y a aussi toutes les conneries, toutes les fake news, tous les détournements qui sont arrivés en même temps, dans toute la connerie humaine. Et comme tu l'as dit, l'intelligence artificielle, ça analyse les discussions, elle s'est mise au niveau des discussions, elle est devenue conne. Donc il y a ce biais aussi qui peut arriver qui arrive avec toutes les technologies. Et pour être un peu plus positif, il y a des études un peu prospectives sur quels métiers vont disparaître dans les 10-20 ans à venir. Il y a des métiers qui vont entièrement disparaître. En France, il y a des métiers qui ont disparu. En 1900, 90% de la population était paysanne. Aujourd'hui, il y en a 2%. Donc, on peut considérer que c'est un métier qui a disparu, même s'il en reste encore un petit peu. Il y a des métiers qui vont subir le même taux de disparition. Mais à 10-20 ans, un des métiers qui sera le moins impacté par les évolutions des technologies, c'est l'enseignant. Alors après, les métiers vont évoluer, on ne fera pas toujours le même métier, la même façon, présentiel, transmissif, mais on aura toujours besoin d'enseignants, d'empathie, de coups de pied au cul, de relier, d'humour, de choses comme ça.
et d'accueil personnalisé, de suivi personnalisé que l'intelligence artificielle n'arrivera pas forcément à mettre en place. Et j'ai vu encore pire que ce que tu décris. Je suis allé il y a 3-4 ans en Corée, c'est le seul pays au monde qui avait des robots profs. C'était des petits robots qui étaient... c'était une espèce de télé avec des petits bras comme ça, je ne sais pas pourquoi il y avait des petits bras. Et c'était jaune. Et c'était des robots qui étaient censés donner des cours d'anglais. Au début, ça marchait super bien pendant 3-4 leçons parce que les gamins adoraient le robot, parce qu'il répétait autant de fois qu'ils voulaient faire répéter l'élève. Il était beaucoup plus patient que le prof, etc. etc. Sauf que ils n'arrivaient pas à fournir les contenus parce que ça demandait tellement d'interaction entre l'élève et le robot. Aujourd'hui, technologiquement, même avec les évolutions et choses comme ça, ils n'ont pas pu dépasser plus de 3 heures de cours gérables par un robot dans une classe de 20 élèves. Pourtant, ils ont mis des sous, je vais dire. Mais donc, il y a aussi encore des limitations. Et donc, ça, ce projet a été abandonné, par exemple. Bien, un peu dans ce sens-là, là, j'ai fait cette expérience d'apprendre avec Corby, qui est une intelligence artificielle, qui nous enseignait l'intelligence artificielle en ligne. Alors, j'ai eu bien du plaisir à faire les leçons 1, 2, 3. Il y avait 6 leçons. Mais rendu à la leçon 4, disons, je comprenais la question que Corby me posait. Cependant, comme elle avait été nourrie uniquement avec les papiers des chercheurs en intelligence artificielle, les réponses qu'elle acceptait, c'est uniquement la réponse de statistiques. Moi, je lui parlais en anglais normal, puis elle, ce qu'elle voulait, c'est que elle dit, je comprends pas ce que tu dis, tu sais, parce qu'elle voulait que je lui donne, je sais pas, là, moi, les statistiques, c'est très longtemps, c'était très loin de moi. Alors, vous voyez, c'est que ça dépend de quoi a été nourrie l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse communiquer correctement avec toi. Et puis, si elle ne communique pas correctement avec toi, elle te guide sur une tangente qui peut être peut-être pas tout à fait exacte. Ça ne veut pas dire que l'élève va apprendre beaucoup. Alors, on a relancé le débat. Ah, je veux me faire remonter. Alors, je remonte. Je suis increvable. Ça remonte déjà parce que j'étais en Normandie quand je commençais à enseigner. Et ben, il y avait un jour, on reçoit, tous les élèves reçoivent des codes informatiques pour utiliser un logiciel le soir qui allait leur permettre de faire les devoirs. Et les parents trouvaient ça génial, mais il fallait que les enseignants donnent les devoirs. En fait, le conseil général avait payé une entreprise avait réussi à débaucher le conseil général pour faire les devoirs le soir. Mais du coup, on se retrouvait, nous, enseignants, sans avoir rien demandé, sous la contrainte de devoir utiliser cette plateforme pour donner des devoirs à faire aux élèves le soir. Et moi, regardant la plateforme, ce que je voyais, c'était affligeant. C'était nul, je ne peux pas dire autre chose. Alors compléter une carte à trous en géographie ou des dates en histoire, mais en termes de compétences, c'était zéro, quoi, tout simplement. Et on a eu un mal fou à faire comprendre que nous, enseignants, on ne se retrouvait absolument pas dans cette façon de travailler là. Ce que je veux dire, et j'ai vu d'autres exemples un peu dans ce sens-là, y compris dans des aides actuellement de programmes qui sont mis pour aider à faire les devoirs ici en Polynésie française, où on met des gamins devant les ordinateurs parce qu'on se dit que ça va les aider à faire progresser. Moi, personnellement, je dis, mais comme tu l'as dit, tu as déjà précisé, ça peut aider pour certains points, mais je crois qu'on va travailler que sur des compétences qui sont extrêmement minimes. Mais ce que je veux dire derrière, c'est qu'il y a un vrai marché et une vraie pression. Christophe, tu l'as dit. Il y a vraiment des grands groupes qui travaillent à fond là-dessus. Il faut voir ce qu'a fait Pearson. Je crois que c'est Pearson avec les écoles à bas coût qu'ils ont développées dans toute l'Afrique, avec des profs qui sont sous-payés et qui ont juste... Les profs n'ont aucune compétence. Ils ont juste à transmettre les plats préparés informatiquement par une entreprise qui travaille à Boston. Voilà. Et des programmes qui sont développés en Afrique. Je n'ai pas tendance à être catastrophiste, je suis plutôt optimiste, etc. Mais quand je vois toute la pression du marché sur le monde de l'éducation, je me dis que oui, on aura encore besoin de profs, mais parfois je me demande de quel prof on veut, quoi, tout simplement.
sont en rapport avec ce qu'il sait de moi. Et il sait beaucoup de moi. En rapport, justement, comme on dit, tous les likes sur Facebook, c'est de l'information sur nous. Puis je ne me gêne pas pour en faire, je le fais. Et ce qu'on lit, les documents qu'on tire, ce qu'on écrit, tout ça, c'est qui nous sommes et qui dirige notre pensée. Alors, il faut faire attention parce que nous, on vit ici aussi dans des États ouverts, etc. Mais est-ce que c'est pas facile de se faire bousculer, pousser vers une forme de pensée qui n'est pas tellement favorable, peut-être pour les générations qui nous suivent? La grand-mère qui parlait. Bon, c'est une bonne conclusion.